Cette semaine à Enjeu, quand la justice est impuissante à empêcher des hommes de tuer leurs ex-femmes. Là, je l'ai pogné à la gorge, puis je l'ai frappé. D'année en année, il y a davantage de femmes victimes de meurtres commis par leurs ex-conjoints. Mais plus troublant encore, c'est que 3 fois sur 4 de ces crimes surviennent après de premières dénonciations, même de premières arrestations de ces hommes violents. Comment expliquer de tels ratés? Enjeu raconte cette semaine l'histoire dramatique de 4 femmes. Des histoires qui montrent à quel point le filet censé les protéger est totalement inefficace. Bon, il a volé sa vie. Il y a des choses dans la vie qui se pardonnent pas. Mon père, c'est un bonhomme qui est super violent. J'ai vu mon père battre ma mère à plusieurs reprises. La première blonde que j'ai emmenée chez nous, mon père m'a fait comme oublier. Puis ça a été ses paroles. Oublie pas, André, c'est toi qui portes les culottes, t'as laisse pas faire ce qu'elle veut. Fait que moi, dans ma vie, ça a été comme ça, tout le temps. La femme avec laquelle j'étais, elle faisait pas ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas le droit. C'est moi qui étais le boss. Il fallait que ça marche à ma façon à moi. Il fallait que ça roule comme moi, je le décide. Sinon, c'est des tapes à la gueule qui se donnent, puis c'est comme ça marche. L'histoire d'André est brutale et sans nuance. Elle commence par un coup de foudre avec une femme, Lucie. Au début des années 90, le couple se marie et dorénavant, Lucie lui appartient. Même si Lucie, ça ne tentait pas de faire l'amour, que ça ne tentait pas, moi, que tu veuilles pas, ben, moi, j'ai envie de faire l'amour, fait qu'on fait l'amour. Fait que c'était comme ça avec Lucie. C'était ma bébelle à moi. Quand je finissais de travailler, j'allais rejoindre Lucie au restaurant d'où est-ce qu'elle travaillait. Fait que là, je m'assoyais, puis je la voyais jaser avec des clients, puis avec des gars, puis dans ma tête, moi, ça marchait pas. Elle avait pas le droit de faire ça. Elle avait pas le droit d'avoir d'amis de gars. Puis quand on revenait à ma maison, c'était la chicane. Pourquoi vous a quitté? Parce qu'elle en avait assez de se faire battre par moi. Elle en avait assez de se faire pourchasser par moi aussi. Puis elle en avait assez de se faire dénigrer, de se faire traiter de vache ou bien de chienne ou bien de salope. C'était mon langage avec elle. Après la rupture du couple, André, comme beaucoup d'ex-conjoints violents, refuse de perdre le contrôle sur sa femme. Et quand cela se produit, les ex-conjoints deviennent souvent encore plus dangereux pour leur famille et pour eux-mêmes. En quittant André, Lucie croyait mettre fin à la terreur. En fait, avec cette rupture, le cauchemar de Lucie venait à peine de commencer. Mon nom est Maryse Desjardins. J'ai vécu sur la Côte-Nord pendant tout près de 40 ans. Je suis la sœur de Ginette Desjardins, qui a été tuée par son mari en 86. Cette année-là, le 6 septembre, Ginette Desjardins se retrouve seule dans un chalet près de Bécomo. Depuis le début de l'été, elle a quitté la maison familiale et a demandé le divorce. Son ex-mari, Émilien Gagné, 49 ans, l'a rejoint au chalet avec son arme de chasse. Elle a été atteinte par le projectile lorsqu'elle était dans la rue, puis elle n'est pas morte tout de suite. Il y a des gens qui sont allés, comme cette dame qui est très gentille et qui aimait beaucoup la famille. Puis lui, il a dit allez-vous-en, c'est la dame qui me disait ça, allez-vous-en, c'est une histoire de famille, mais allez-vous pas de ça. Ça fait qu'il est resté constamment à côté d'elle jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. En route vers l'hôpital, elle succombe à ses blessures. Ginette Desjardins avait 45 ans.
De 1991 à 2004, 66 femmes au Québec ont été assassinées par leur ex-conjoint. La victime, une infirmière dans la quarantaine, était séparée de son mari depuis quelques mois. Elle avait d'ailleurs déjà eu recours aux policiers à quelques occasions. Outrage, il aurait fait feu sur les 5 personnes qui se trouvaient dans la maison de la famille. Son ex-conjoint commence par la menacer verbalement. Il tire ensuite 4 coups de feu en sa direction. Une femme de 40 ans a été poignardée à mort en pleine rue par son ex-conjoint hier soir dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Le couple était séparé depuis 8 mois et l'homme voulait renouer avec son épouse. La plupart de ces meurtres sont l'aboutissement d'un long processus de domination de ces hommes sur leurs femmes pendant leur vie de couple. Quand ces femmes ont décidé de rompre, elles se sont alors exposées au pire danger. Pour qu'on ait un ex-conjoint qui devient violent, c'est qu'il y a eu violence antérieure, qu'il a peut-être eu à petite échelle, qu'il a peut-être eu à moyenne échelle, mais il y a eu des comportements. C'est pour ça qu'on parle d'un processus de domination, c'est que ça s'est inscrit dans le temps, dans lequel où il y avait des gains, effectivement, à cette violence-là, et que ça a toujours fonctionné et que maintenant, ça ne fonctionne plus. Chaque 6 septembre, Maryse Desjardins repense au meurtre de sa sœur Ginette. Son assassin, Émilien Gagné, a été condamné à 15 ans de prison pour homicide involontaire, puis libéré après 5 années d'incarcération. Verdict exceptionnel. Son avocat a eu la bonne idée de plaider sur un homicide involontaire. On commence à peine à comprendre l'impact que la violence des ex-conjoints peut avoir sur les enfants du couple. Les études sur le sujet sont à peu près inexistantes au Québec. Aujourd'hui, Maryse part de Matane pour se rendre de l'autre côté du fleuve à Bécomo, afin de rencontrer les enfants de sa sœur Ginette. Moi, je suis la tante. Donc, c'est ma sœur qui a été tuée, puis c'est leur père, c'est l'assassin. J'avais pas envie de dénigrer le père, j'avais pas envie d'en savoir plus. Je voulais rien que respecter que ces enfants-là avaient à vivre ça. T'as fait une belle traversée? Ouais. Je pense que c'est important aussi qu'il y a des gens qui entendent les victimes ou les témoins, l'entourage, la famille, les impacts que ça peut faire chez les enfants. C'est important aussi de voir que c'est pas juste une histoire de couple, c'est une histoire de famille aussi. Émilien Gagné et Ginette Desjardins se séparent une première fois en 1983. Il était violent. Oui, il était violent en parole. Il était violent dans ses jugements. Il était violent aussi quand il était plus jeune. En 1986, Émilien devient de plus en plus menaçant pour Ginette. Cette fois-là, il était descendu avec un fusil. Elle était au comptoir en train de faire la vaisselle, puis il est descendu avec un fusil. Puis là, il l'a pointé, puis il dit « Si je voulais, je pourrais le faire ». Puis ma mère, elle s'est comme retournée de bord, puis elle a dit « Pense à tes enfants ». Puis il l'a pas fait, finalement. Au début de l'été 86, Ginette annonce à ses 5 enfants qu'elle quitte définitivement Émilien. Il y en avait eu des menaces, puis c'était sérieux. Tout l'été qu'elle a eu accès au chalet, qu'elle avait le chalet, jamais elle y allait toute seule. Elle montait toujours, il y avait toujours une amie ou quelqu'un qui montait avec elle pour ne jamais se retrouver toute seule. Cette fin de semaine-là, ses amies, il n'y en avait aucune qui pouvait y aller. C'était la fête du travail. Les enfants de Ginette Desjardins, Anne et David Gagné nous ont conduits à l'endroit où leur mère a été assassinée. Même après 20 ans, les cicatrices sont encore très profondes. Il y avait une de ses amies là, elle avait fait le tour de ses amis. Hein? Elle avait fait le tour un peu de tout le monde. Tout le monde était occupé cette journée-là. Une journée qui hante encore aujourd'hui David Gagné, qui avait 17 ans à l'époque. 17 ans, c'est la blonde, puis les amis en priorité, la famille, surtout que ça allait pas très bien, ça fait que tu te sauves un peu, là. Fait que c'était beaucoup les amis.
Puis, cette journée-là, moi, ma mère avait appelé justement la journée où c'est arrivé. Puis, elle voulait pas rester toute seule au chalet le vendredi. Ça fait que, c'est ça, elle nous avait appelé pour venir faire un tour. Après la pause, des victimes qui vivent en permanence dans la peur. C'était ma femme, c'était à moi, puis il fallait qu'elle marche comme moi je décide. Les femmes pensent qu'en rompant, tout va s'arrêter, mais c'est pas le cas. Lorsqu'un homme violent comme André exerce un contrôle total sur sa femme, il ne peut pas imaginer qu'elle puisse le quitter. Dans nos chicanes, Lucie, elle disait tout le temps « Tu vas voir qu'à un moment donné, je vais partir. À un moment donné, je vais partir. » Mais je la croyais pas parce qu'elle partait jamais. Mais cette fois-là, elle est partie. Un soir, qu'André revient du travail, Lucie est partie en laissant un mot sur la table. On aurait dit que le monde venait de tomber comme alentour de moi. Mais c'est normal qu'elle s'en aille. Vous la battiez, vous étiez violent. Vous compreniez pas ça? À l'époque, non. À l'époque, non. Non, parce que, comme à l'époque, c'était ma femme, c'était à moi, puis il fallait qu'elle marche comme moi je décide. Fait que, elle n'avait pas le droit de me dire non, puis elle n'avait pas le droit de faire le contraire de moi. Puis encore bien moins de partir. Fait que, elle n'avait vraiment pas le droit de faire ça. Cette rupture déclenche chez André une fureur incontrôlable. Rien ni personne ne pourra l'arrêter pour récupérer Lucie. Il va prendre n'importe quel moyen pour essayer de la rejoindre. Il peut la harceler chez elle, il peut aller cogner chez elle, il peut lui envoyer plein de messages par courriel lui demandant de retourner dans la relation. Il peut utiliser les enfants pour essayer de la récupérer. Au Québec, en 2004, de toutes les plaintes reçues par les policiers en matière de violence conjugale, 42 % concernaient des couples séparés. On parle ici de 5 721 plaintes pour menaces, harcèlement, séquestration, voies de fait ou tentative de meurtre. 98 % des victimes sont des femmes. Ils peuvent très bien défoncer une porte, briser, rentrer, voler des choses. Je sais pas, mettre des bobettes sur une corde à linge avec plein de petits mots sur les bobettes, vraiment pour, effectivement, l'atteindre, elle. Parler à ses amis pour essayer de lui faire changer des idées. Il y a tellement de moyens qu'un conjoint violent peut prendre pour, effectivement, l'atteindre. Il peut aller excessivement loin. Retrouver Lucie devient pour André une véritable obsession. À plusieurs reprises, il contacte sa famille, ses amis. À tous les jours après son travail, il roule des kilomètres et des kilomètres. Il n'a qu'une seule idée en tête, convaincre Lucie de revenir. Quand on sait d'où est-ce qu'elle se tient, d'où est-ce qu'elle va, c'est quand même assez facile. Mais quand comme l'exemple avec Lucie, elle me dit qu'elle est chez son père. J'appelle chez son père, mais il n'y a pas de Lucie là. Fait que là, j'étais comme fourré. Là, il fallait que je la cherche. Mais ça n'a pas été facile. Je ne l'ai pas trouvé de la première journée ni la première semaine. Ça a pris peut-être un mois avant que je la trouve. Je me promenais dans les rues. J'allais dans les bars. Je passais proche d'où ce que je pensais qu'elle pouvait être. Jusqu'à un moment donné, je la vois dans un restaurant, comme serveuse. Puis elle a été bien surprise, même traumatisée de me voir. Persuasif, André réussit à convaincre Lucie de monter à bord de sa voiture. Parce que Lucie ne voulait pas que je cherche d'où est-ce qu'elle reste, mais là, elle n'avait pas le choix. J'étais là. Puis elle était dans mon auto. Puis là, je disais, bien, je m'en vais te reconduire chez vous. André connaît maintenant l'adresse de Lucie. Il ne la lâchera plus. On va fragiliser aussi la victime dans la répétition. Passer 25 fois devant la maison. Et s'arranger pour que ça soit visible. Mais on a rompu, on veut refaire une vie, on veut faire autre chose. Fait
Et des fois, avec le harcèlement, il va y avoir des menaces sous-entendues qui sont difficiles à mesurer ou à percevoir. Tu sais ce qui pourrait t'arriver. Attends pas que j'aille. Attends pas que je me rende chez vous. Bon. Est-ce qu'on peut porter plainte sur une chose comme celle-là? C'est difficile à moins d'avoir tout un contexte. Mais c'est la répétition. Les femmes pensent qu'en rompant, tout va s'arrêter, que le conjoint comprend, que c'est fini, mais c'est pas le cas. Lorsqu'on a perdu sa sœur dans des circonstances tragiques, on ne peut imaginer être témoin une deuxième fois d'un tel drame. Et pourtant, 10 ans plus tard, presque jour pour jour, encore à Bécomo, l'histoire allait se répéter. Présentement, on est en face de la maison de Françoise Lirette, qui a été tuée par son ex-mari, en même temps son fils aussi. Un drame assez épouvantable. Le soir du 9 septembre 1996, René Gaumont se présente à l'appartement de son ex-femme, Françoise Lirette, et de son fils de 19 ans, Laurent. Il les tue tous les deux et se suicide. Quelques jours plus tard, on apprend que ce drame aurait pu être évité. Ce qui était particulier dans le drame de 96, dans l'affaire Gaumont-Lirette, c'est en fait tout le système qui avait de l'information sur le fait que cet homme-là il pouvait être dangereux, mais en raison des règles de confidentialité qui s'appliquaient, chacun restait avec son information. L'enquête publique du coroner Jacques Bérubé révèle les nombreuses failles du système. Voici son rapport, un document à la fois macabre et étonnant pour Serge Lirette, le frère de la victime. C'est désagréable à lire le rapport du coroner. C'est rempli de détails horribles. L'histoire de Françoise Lirette ressemble à celle de bien des victimes. Partie de Sainte-Anne-des-Plaines en 1993, elle est venue se réfugier à Bécomo, 700 km plus loin, pour fuir son ex-conjoint violent. Un geste courageux qui lui fait croire qu'elle est maintenant en sécurité. Mais René Gaumont la retrouve malgré tout 10 mois plus tard. Françoise Lirette s'était liée d'amitié avec Maryse Desjardins. Je pense que moi, elle m'en a parlé de ce qui lui arrivait dans sa vie, sa fuite, les circonstances de son arrivée, parce qu'elle a su que ma sœur avait été tuée par son mari. Alors, peut-être qu'elle était plus portée à m'en parler. Dans son rapport, le coroner Bérubé pointe du doigt le système de santé. On apprend qu'en 1996, Gaumont visite à 3 reprises l'hôpital de Bécomo pour des problèmes psychiatriques. Il dit vouloir tuer sa femme et se suicider. Le 15 mai 1996, René Gaumont contacte le CLSC. Il réitère ses menaces de s'en prendre à sa femme. Ni Mme Lirette, ni les policiers ne sont informés. Gaumont est de plus en plus menaçant et Françoise Lirette a peur. La dernière conversation que j'ai eue avec Françoise, c'était en mai ou en juin. On montait à un colloque à Chicoutimi. J'ai dit, est-ce qu'il dit encore qu'il va te tuer? Elle a dit oui. Elle a dit encore avec le couteau, encore la même chose. Alors là, je lui ai dit, mais là, Françoise, c'est sérieux, là. Il va le faire. Pour le coroner, le système de justice aussi a failli à la tâche. Le 31 juillet 1996, Gaumont est accusé de menaces de mort à l'endroit de Françoise Lirette. En attendant son procès, le tribunal le libère avec la promesse de ne pas approcher sa femme. Le juge ignorait ses antécédents psychiatriques. Il a discuté à concevoir de quelle façon on a pu le remettre en liberté. On ne savait même pas qui on avait affaire. La police aussi a fait des erreurs. Le 8 septembre 1996, le voisin de Gaumont, Gérard Vallée, prévient les policiers. Gaumont lui a confié son plan meurtrier. La police l'arrête, mais on ne le croit pas dangereux. On le conduit plutôt à l'hôpital. C'est son médecin traitant qui l'accueille. Gaumont est calme et cohérent. Après 15 minutes de discussion, le médecin lui donne son congé. 31 heures plus tard, René Gaumont passe à l'acte. Le coroner, il dit, il n'est pas dans mon intention de m'étendre longuement sur cet aspect scabreux de l'événement. Il parle de la scène des crimes et du suicide.
Le coroner Bérubé croit que les vies de Françoise Lirette, de son fils Laurent et même celle de René Gaumont auraient pu être épargnées. Il y a une chose qui m'apparaît évidente, c'est un manque de communication entre les différents intervenants. Ça, c'est officiel. Dans ses recommandations, le coroner propose que les professionnels soient mieux formés pour dépister les ex-conjoints violents. Il recommande la création d'un service d'assistance téléphonique et la mise en place d'un service d'hébergement temporaire pour les hommes. Enfin, il suggère d'éviter que les ex-conjoints dangereux soient remis en liberté trop rapidement. Ce qu'on a appris qu'on ne savait pas, c'est jusqu'à quel point, comme société au Québec, on n'était pas organisé et équipé pour faire face aux hommes violents de ce type. Parce qu'en lisant le rapport du coroner, il fait état d'un certain nombre d'événements, de faits, et il en tire certaines conclusions et il fait des recommandations. Et quand on lit ces 10 recommandations, on dit, mais comment ça se fait que, comme société, on n'a pas déjà la moitié de ça de fait? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui avait été fait? Après la pause, Tu vas y sortir tes crises d'émotion. des hommes violents confrontés à leurs vieux démons. Fais une femme de 120 livres, câlisse. Il en pèse 240, qui est capable de foncer 3 gars, tabarnak. Des mesures ont été prises depuis 10 ans au Québec pour tenter de contrer la violence des ex. Mais tous s'accordent à dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Combien d'autres femmes seront victimes de meurtre avant que l'on réagisse? La plupart des survivantes de la violence des ex-conjoints ne veulent pas parler à la caméra pour des raisons évidentes de sécurité. Mais cette jeune mère de famille a pris ce risque. Nous l'appellerons Suzanne. Il y a 7 ans, elle a survécu à une agression armée de son ex-conjoint, une agression qu'elle a subie devant ses enfants 1 mois après la rupture du couple. Il avait mis un couteau qui était pas loin de moi, puis il avait dit quand tu seras plus capable de respirer, je vais te libérer une main, puis tu pourras me donner un coup de couteau, etc. Puis c'est un des enfants, l'enfant du milieu, qui s'était réveillé, puis qui avait demandé à son père d'arrêter. À ce moment-là, il y avait tout des fils téléphoniques, il les a complètement arrachés pour pas que je sois capable de demander l'aide. Il avait déchiré mes vêtements aussi pour que je sois pas capable de demander l'aide à l'extérieur. C'était en 1998, 2 ans après le drame de Bécomo. Son ex-conjoint est traduit en justice. La Cour le libère avec la promesse de ne pas communiquer ni avec Suzanne, ni avec ses enfants. Un mois s'écoule, la jeune femme se sent en sécurité, mais son ex-conjoint est dehors et surveille la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire comme en temps normal, la routine avec les enfants. Il y avait de l'école. J'ai pris ma douche comme en temps normal. Puis quand je suis arrivée dans ma chambre, je suis venue pour m'habiller, mon ex-conjoint était rentré par infraction durant la nuit par une fenêtre de sous-sol. Donc, à partir de ce moment-là, on parle d'une prise d'otage, d'une séquestration, agression sexuelle. Donc, on parle de 6 heures environ. Puis, à partir de là, il y a eu la Sûreté du Québec qui a dû intervenir. C'est une voisine qui s'est aperçue de la prise d'otage. Les policiers mettront plusieurs heures à convaincre l'homme de libérer Suzanne. Au début de l'incarcération de son ex-conjoint, Suzanne croit que sa vie et celle de ses enfants allaient enfin changer. Mais même en prison, il va continuer son harcèlement. Ce qui étonne dans plusieurs de ces histoires, c'est la facilité avec laquelle les ex-conjoints réussissent à convaincre leurs victimes qu'ils ne recommenceront plus. T'as les belles paroles. Bien, je vais arrêter de boire. Je te frapperai plus. J'ai perdu la tête. Je vais changer. Puis Lucie a toujours cru ça, que j'étais pour changer. Quand on a été bien avec quelqu'un, pourquoi on ne pourrait pas l'être encore? Et surtout quand l'autre nous dit « c'est fini, je recommencerai pas, je te le promets, je ne voulais pas, je vais changer ».
C'est tout ça qui fait que la relation se maintient. Et c'est important que quand le conjoint fait une promesse, que la femme aille le vérifier. Lucie a donc fait confiance à André. Mais un jour, en arrivant chez lui sans prévenir, elle découvre la vérité. Donc, sur ma table de cuisine, j'avais mes bières qui étaient vides, j'avais ma coke qui était tendue. Puis là, Lucie, elle rentre dans la maison. Mais là, elle veut pas rester, là. Parce qu'elle dit ben trop, là. Fait que là, moi, je veux pas qu'elle parte non plus, là. Fait que là, je rentre dans un état de colère, là. Je dis non, tu partiras pas d'ici. Là, elle voulait partir, puis je veux m'en aller, je veux pas rester ici. Là, je l'ai pogné à la gorge, puis je l'ai frappé. Ça a été des claques à la gueule, puis j'ai dit là, tu vas coucher ailleurs, fait que là, tu vas m'en donner à moi aussi. Puis dans le plein milieu du salon, par les cheveux, je l'ai couché à terre, puis bon, je l'ai agressé sexuellement là. Fait que ça a été comme ça une partie de la soirée, puis une partie de la nuit. Le lendemain matin, Lucie réussit à s'enfuir et revient avec les policiers. André est arrêté et accusé de voies de fait et de séquestration. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est libéré en attente de son procès. Et malgré une interdiction de contacter Lucie, il se remet à sa poursuite. J'avais une tête folle comme ça. Lucie, elle a déménagé. J'ai continué à la chercher jusqu'à temps que cet épisode-là arrive. Pour André, le point de non-retour est atteint. Personne d'autre que lui n'aura sa Lucie. Lui, il veut absolument la récupérer et il fait le constat qu'elle ne veut plus se maintenir dans cette relation-là. L'écart de tension s'accentue de plus en plus et le moyen ultime va venir pour lui, effectivement, pour la récupérer. Et là, il n'y a pas de non-retour, effectivement. Il n'y a pas de réflexion qui se fait. Le moyen pour lui va être approprié pour aller la récupérer. Et ça peut aller jusqu'à? Ça peut aller jusqu'au meurtre. Ça peut aller jusqu'au meurtre parce qu'il y a une non-acceptation de la perte de cette personne-là. Pour éviter le pire, plusieurs femmes se réfugient dans des maisons d'hébergement. Mais encore là, elles peuvent être en danger, comme ce fut le cas à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 juin 1999. Un homme a enfoncé la porte de ce refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Il a trouvé sa conjointe, Ginette Roger, 42 ans, au 2e étage et a tiré. 7 balles l'ont atteinte. Marcel Sanson est condamné à vie pour le meurtre prémédité de sa femme. Cet assassinat fait alors prendre conscience à tout le monde que les ex-conjoints peuvent frapper n'importe où, même en pleine maison d'hébergement. La maison de Saint-Jean-sur-Richelieu a depuis été fermée et déménagée dans un autre endroit. L'événement de Saint-Jean-sur-Richelieu a créé une onde de choc à travers le Québec. Le gouvernement a injecté beaucoup d'argent pour faire de ces refuges pour femmes de véritables bunkers. Premièrement, il y a des vitres par balles, les portes sont en acier. On a un système de code pour entrer dans la maison. On a une collaboration, les policiers peuvent être ici en 2 minutes et quart. Fait qu'il y a vraiment une sécurité à l'intérieur. La cour est clôturée parce qu'il faut aussi s'assurer de la sécurité des enfants. On a tout un système aussi de téléphone portable pour quand les femmes ont à faire des démarches, qu'on puisse alerter rapidement. Et je vous dirais, on a un réseau de voisins extraordinaire que s'ils s'aperçoivent qu'il y a un conjoint qui stationne et qui surveille la maison, vont prévenir les policiers. Nous sommes dans une des 85 maisons d'hébergement du Québec, la Séjournelle de Shawinigan. Ici, comme dans les autres maisons d'hébergement, la sécurité semble démesurée. Pour les gens, ça ne se peut pas. C'est un peu impressionnant. Moi, je trouve que travailler en violence conjugale, on est un petit peu dans un univers parallèle par rapport à l'ensemble de la population. Ils ne savent pas, mais il y a des femmes au Québec qui vivent avec une épée de Damoclès sur la tête, qui se promènent et qui ne savent pas quand le conjoint va surgir et pourrait s'en prendre à elle. Il est difficile, même impossible, de tracer un portrait type d'un ex-conjoint violent. Ils peuvent se révéler à n'importe quel âge, peu importe qu'ils soient riches ou pauvres.
S'il n'y a pas de portrait type de l'ex-conjoint violent, le chemin de la guérison, lui, semble toujours le même. Le partage des émotions par la thérapie de groupe, comme ici, à Accord-Mauricie, à Trois-Rivières, où des conjoints violents échangent entre eux. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quand tu brailles devant ton enfant? Qu'est-ce que tu sais, je peux rien faire pour toi. C'est toi à faire de quoi pour toi? Moi, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est un fait. Tu peux rien faire pour lui. Mais comment ça se fait que ça va te chercher? C'est quoi ça fait? Je sais pas, là, mais des affaires comme lui. Plusieurs ex-conjoints qui se présentent à Accord-Mauricie croient sincèrement que si la relation de couple est un échec, c'est la femme qui en est en partie responsable. Robert Ayotte essaie plutôt de leur faire prendre conscience de leur comportement violent et contrôlant. Je veux bien voir que j'ai un client qui est en déséquilibre dans mon bureau, qui est en déséquilibre effectivement, qui est en larmes. Il est dans la dépression, c'est une angoisse de séparation, c'est un homme qui a souffert énormément étant jeune. J'ai aussi en même temps quelqu'un qui a posé des gestes dans lesquels il faut qu'il se responsabilise aussi. Regarde le petit monstre qu'il y a là, tabarnak. Fait une femme de 120 livres, câlisse. Il en pèse 240, qui est capable de foncer 3 gars, tabarnak. Quand il commence à se reconnaître dans ses comportements, il se trouve à partir de ce moment-là à se donner de plus en plus de pouvoir. Et j'ai envie de dire pratiquement que l'estime de soi augmente. Parce que je ne crois pas qu'un conjoint violent peut s'estimer dans des gestes qui sont effectivement dévastateurs pour l'autre. Tu vas y sortir tes crises d'émotion. Si tu ne sors pas ici, parce que la journée que ça va arriver, tu vas pogner Nathalie pour la gorge, puis tu vas sortir tes émotions-là. Après la pause, un projet pilote en Mauricie cité en exemple. Toute ma câlisse de 5 sacrements de vie. On ne travaille pas nécessairement de la même façon, on a des réalités différentes, on a quand même le même objectif. Certains ex-conjoints ne lâchent jamais prise, même s'ils sont emprisonnés. C'est le cas de l'ex-conjoint de Suzanne qui continue de lui mener la vie dure. Même en prison, il réussit à vider le compte de banque conjoint. Il fait bloquer le numéro de téléphone et Suzanne ne peut plus le changer. Donc, je me suis fait dire par Belle que fallait que j'appelle monsieur à l'intérieur des murs, puis fallait que je prenne des arrangements avec, chose qui était impossible. Donc, j'ai dû faire affaire à mon avocate pour aussi faire changer le téléphone. Ça m'a coûté des frais d'extra. Ça m'a coûté comme environ peut-être 400 $ pour être capable de faire changer le téléphone, avoir une nouvelle ligne, etc. Son ex-conjoint réclame la garde légale des enfants. Il veut les droits de visite pour lui et pour sa mère. Il réussit même à faire en sorte que la DPJ enquête sur Suzanne. Pendant les 5 années d'incarcération, l'ex-conjoint bénéficie de l'aide juridique. Suzanne, quant à elle, débourse plus de 21 000 $ en frais d'avocat pour se défendre. J'ai été chanceuse. Il y a certains gens qui m'ont aidée. La dernière facture, il faut que je demande de l'aide financière parce que j'ai pas ces sommes d'argent-là. Ça prend des avances de fonds afin que nos avocats commencent à travailler dans les dossiers. On parle de 1 500, 2 000 $. Puis, c'est pas quelque chose qu'on planifie dans notre budget, hein, parce que quand le huissier arrive, tu sais pas quand qu'est-ce qui va arriver. Pour s'assurer qu'il ne la retrouvera jamais, elle déménage. Malgré tout, il réussit à trouver sa nouvelle adresse en consultant son dossier de crédit chez Equifax. Donc, il a même été reconnu coupable d'harcèlement criminel à partir de l'intérieur. J'avais changé d'adresse, on avait déménagé, j'avais un numéro qui était confidentiel. Il a fait des recherches, il a fait des demandes, puis il est tombé sur l'adresse à laquelle j'habitais. Aujourd'hui, l'acharnement dont a fait preuve son ex-conjoint fait craindre le pire à Suzanne, surtout depuis qu'il est sorti de prison. Je pense qu'en tant que parent, on doit donner à nos enfants la sécurité qu'ils méritent. Je peux leur donner une certaine sécurité ici, sauf que je travaille. Donc, je peux pas être toujours à la sortie des classes. Je peux pas les suivre pas à pas. Dans la nuit, on se réveille avec des palpitations cardiaques élevées. On vit ça, des fois, on manque d'air.
Puis il faut pas que ça se reflète sur nos enfants. C'est ça qui peut être difficile des fois. Donc, c'est une très grande inquiétude. Les victimes sont vraiment déstabilisées parce qu'ils ne savent jamais vraiment quand ça peut arriver, comment ça arrive. C'est vraiment un niveau d'impuissance très, très fort. On va voir là l'angoisse monter, l'anxiété monter. Certaines vont décider aussi elles avaient un bon travail, elles avaient un réseau d'amis pour arrêter tout ça, de déménager, de changer d'endroit, en espérant que la distance va mettre une fin au harcèlement. 10 ans après la publication du rapport du coroner Jacques Bérubé, seules quelques recommandations ont été suivies. La loi sur la confidentialité a été modifiée, les policiers interviennent plus rapidement et des groupes d'aide pour les hommes violents ont vu le jour. Mais au Québec, on a encore du mal à protéger les victimes. Même si Baie-Comeau a été le théâtre de 2 drames familiaux, c'est de la Mauricie qu'est venue une piste de solution. C'est une campagne de sensibilisation sur les conséquences des enfants témoins de victimes témoins de violences conjugales. Aujourd'hui, Robert Ayotte, d'Accord Mauricie, rencontre, comme à chaque semaine, les groupes de femmes de sa région. On ne travaille pas nécessairement de la même façon, mais en arrière du fait qu'on ne travaille pas de la même façon et qu'on a des réalités différentes, on a quand même le même objectif. L'objectif des 2 organismes, c'est la protection des victimes, particulièrement au moment de la rupture du couple. Moi, je vais pouvoir alerter Accord Mauricie en lui disant, écoute, sois attentif parce que la victime est en train de préparer une rupture. Il faut vérifier s'il n'y a pas risque d'intensification. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir travailler, eux autres, en intervention, à le préparer à cette rupture-là. Cette collaboration entre Denise Tremblay et Robert Ayotte a permis de regrouper tous les autres intervenants en matière de violence conjugale. Policiers, procureurs, CLSC, en somme, tout le système. C'est certain qu'à partir de ce moment-là, si elle a des points faibles, on va chercher à les exploiter, ces points faibles-là, pour miner sa crédibilité. Aujourd'hui, dans toute la Mauricie, on se parle et on partage l'information. Au ministère de la Justice, on espère exporter cette façon de faire partout au Québec. Le projet pilote qui est en cours en Mauricie présentement va permettre à terme, je pense, d'assurer une meilleure sécurité aux victimes parce que ça va nous permettre d'aborder la question de la violence conjugale avec un œil nouveau à plusieurs égards. Les tribunaux libèrent souvent des ex-conjoints sans avoir pu évaluer s'ils sont vraiment dangereux pour leur famille et pour eux-mêmes. Avec l'expérience de la Mauricie, on veut changer les modes d'évaluation utilisés par les tribunaux. Même si un individu n'a aucun antécédent judiciaire, même s'il n'a jamais posé de gestes violents à l'égard de personne, il peut arriver que dans certaines situations, il puisse représenter pour sa conjointe un très grand danger. Alors ça, c'en est un exemple de situation où ça pourra peut-être nous permettre de reviser un peu notre manière de voir les choses au niveau de l'appréciation, de l'évaluation de la dangerosité d'un individu. Et peut-être éviter de remettre ces gens-là en liberté. C'est surtout ça, en fait, en attendant. Exactement, dans les cas qui s'y prêtent, oui. Vous avez raison. Mais peu importe les mesures adoptées, il reste que certains meurtres seront impossibles à empêcher, surtout comme dans le cas d'André, dont l'histoire se termine de façon imprévisible. Pour ne pas rester seul, André se fait une nouvelle amie, une voisine de palier, beaucoup plus âgée que lui. Cette nouvelle amie devient sa confidente, sa conseillère et sa maîtresse. Elle me disait tout le temps, André, arrête de la téléphoner. Lucia s'est fait un autre chum, puis elle veut plus rien savoir de toi. Puis dans ma tête, moi, ça marchait pas. Puis un soir, je suis rentré chez elle avec de la bière, puis du tequila, puis moi, je me gelais aussi. En fin de soirée, André insiste pour rejoindre Lucie malgré son état d'ébriété avancé. Sa voisine réussit à le convaincre de dormir chez elle. C'est cette nuit-là que le drame se produit. Je l'ai étouffé. Dans la nuit, je l'ai étouffé. Comment je l'ai fait, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je sais que c'est moi qui l'ai étouffé, c'est moi qui lui ai enlevé la vie. Cette madame-là, si elle m'aurait laissé partir, probablement que c'est ma femme qui serait morte aussi. C'était en 1993. André a écopé d'une sentence à vie.
Pendant son incarcération, malgré tout ce qu'il a pu lui faire, il a reçu la visite de Lucie. Mais depuis quelques années, elle n'a plus donné de nouvelles. Au cours de l'été 2006, André a bénéficié d'une libération conditionnelle. Je peux t'assurer que j'ai une condition spéciale qui est dans ma sortie, qui va me suivre toujours, c'est que d'informer mes agents de toute relation intime, aussitôt que je vais rentrer dans une relation intime. Puis ça, je pense que c'est très important, que les gens soient au courant que, oups, j'ai une blonde. Les survivants ont toujours du mal à s'en remettre. La lutte de Suzanne a été longue et pénible contre son ex-conjoint. Malgré tout, elle a finalement recommencé à vivre. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie qui partage beaucoup, qui est une relation qui est complètement différente. Ça n'a pas été toujours facile. Il a quand même accepté mon passé. Il adore mes enfants. Donc, il y a quand même une lumière au bout du tunnel. C'est juste l'été avant, hein, ça. 20 ans après le meurtre de Ginette Desjardins, ses enfants, Anne et David Gagné, refusent de pardonner à leur père. Non, moi, je pense qu'il y a des choses dans la vie qui se pardonnent pas. On apprend à vivre avec. On laisse tomber la colère à un moment donné, on lâche prise parce qu'on peut pas toujours être en colère toute sa vie. Ben c'est sûr, on y a voulu, mais c'est tout le temps notre père pareil. Ça finit tout le temps que c'est tout le temps ça l'histoire. Tu peux pas... un père, c'est un père, hein? Ça fait que... C'est pas... Tu peux pas pardonner, puis tu peux pas renier ton père non plus, tu sais. Je veux dire, ça... Tu peux le faire une couple d'années, mais je veux dire, un père, ça reste toujours un père, là. À mon avis, Ginette, non seulement est morte, mais on n'a pas parlé d'elle. Souvent, on va rappeler des côtés joyeux, des côtés d'une personne dans la famille. Mais après un incident aussi douloureux, on n'a pas parlé. Je trouve qu'on lui a volé sa vie, puis finalement, sa mort aussi. Aujourd'hui, les efforts pour protéger les victimes semblent encore très timides. Trop souvent laissés à eux-mêmes, les ex-conjoints violents continuent à commettre des crimes. Au Québec, pour la seule année 2004, 7 femmes ont été assassinées par leur ex-conjoint. Dans un élan de rage, le père de famille a abattu à bout portant sa conjointe et ses 2 filles de 12 et 15 ans. Un appel au 911 a conduit les policiers à la découverte du corps d'une femme gisante au sol dans une résidence et qui portait plusieurs marques de violence. La femme devait décéder par la suite à l'hôpital. Le couple séparé avait 4 enfants âgés de 3 à 7 ans. Le projet pilote qui est actuellement mené en Mauricie suscite beaucoup d'intérêt. Des intervenants québécois sont même allés le présenter en Europe, notamment en Belgique. La semaine prochaine à Enjeu, reportage choc sur une leçon de discrimination à l'école. Mes petits sont supérieurs. Une enseignante décide de séparer sa classe en 2 pour faire sentir aux enfants comment il est souffrant d'être victime de discrimination. D'un côté, les petits qu'elle qualifie de plus intelligents et de l'autre, les grands qui le seraient moins. Seulement les petits vont pouvoir utiliser les tapis. Très rapidement, on sent la détresse des enfants discriminés. C'est-tu normal que je me sente rejetée des autres? C'est possible, mais t'es une grande. Tu fais la discrimination. Et le ton monte entre les deux groupes. Ça, c'est comme la discrimination, puis je trouve ça fatigant, là. La démonstration est cruelle, mais elle a changé les comportements en classe. Tu me traitais de grosse, les gars, l'année passée. Et est-ce qu'ils le font encore? Non. La semaine prochaine, à Enjeu, leçon de discrimination. Combien il est facile d'acquérir des préjugés. Si vous voulez revoir nos reportages, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse suivante ou voir en rediffusion nos émissions à RDI ou encore le jeudi suivant sur la première chaîne.
Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, mercredi soir prochain à 21h. Au revoir, à la semaine prochaine.